Tout est politique, bienvenue à tous. Cette semaine, en Irak, on est quasiment dans un scénario de politique fiction. Un scénario improbable où les États-Unis et l'Iran sont en train de nouer une alliance dans la crise irakienne. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Quel retournement de l'histoire. Tout se retourne, mais en même temps, je rappellerai qu'il y a déjà eu cette alliance entre l'Iran et les États-Unis en 2001, au lendemain de la guerre en Afghanistan. Vous allez nous dire tout ça dans quelques instants. Avec vous, Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. En France, jusqu'ici, la fermeté du gouvernement ne paye pas. Le conflit sur la réforme de la SNCF tourne au bras de fer. Et c'est l'autorité de François Hollande et Manuel Valls qui est en jeu. Oui, puis il dit le PS doit mourir. PS, post-socialisme. Tout est politique, direction l'Irak. Les djihadistes de l'État islamique de l'Irak et du Levant ont déjà pris le pouvoir dans de nombreuses villes stratégiques de l'Irak. Des méthodes violentes, toutes les alliances sont bouleversées et un rapprochement improbable qui se dessine entre Téhéran et Washington. On regarde tout de suite un rappel des faits de Johanna Citruc. Nouvelle avancée des djihadistes en Irak. La deuxième ville du pays, Mossoul, ainsi que plusieurs provinces au nord et à l'est sont tombées aux mains du groupe armé, l'État islamique en Irak et au Levant. Leur objectif, créer un État islamique dans la zone frontalière avec la Syrie. Mes enfants pleuraient, se débattaient. Ils ne voulaient pas quitter leur maison. Certains étaient malades et ne pouvaient même pas marcher. Mais nous n'avions pas d'autre choix que de partir. Les États-Unis, qui se sont militairement retirés d'Irak en 2011, après 8 ans de présence, étudient actuellement toutes les options possibles. Des frappes aériennes, un renforcement de l'aide au gouvernement irakien ou encore une coopération avec l'Iran. Comme l'a dit le secrétaire, nous sommes ouverts à la discussion avec l'Iran sur la situation en Irak, mais nous dialoguons également avec les pays voisins de l'Irak. Téhéran pourrait effectivement jouer un rôle majeur dans ce conflit. Comme pour le gouvernement irakien, la majorité des autorités iraniennes sont chiites, un courant de l'islam opposé à celui des rebelles sunnites. Christian, très concrètement, on est là en train d'évoquer des discussions diplomatiques et une certaine forme d'alliance entre le grand Satan et le régime des mollahs. Mais il y a le changement des alliances et je dirais même aussi qu'il y a une modification des frontières qui est en train de s'effectuer dans tout le Moyen-Orient. Alors je vous disais à l'instant, au lendemain des attentats du World Trade Center, il y avait eu des conversations secrètes, en septembre 2001, il y avait eu des conversations secrètes entre les Iraniens et les Américains. Et les Iraniens avaient aidé les Américains à lutter contre Al-Qaïda et les talibans. Donc ce n'est pas la première fois que ça se produit. Dans le contexte actuel, au moment où l'Iran s'apprête à se doter de la bombe nucléaire. Vous savez, hier, mercredi soir, je voyais M. Fabius dans le cadre de l'Académie diplomatique internationale. Je lui ai posé la question sur l'Iran. Il me dit, vous savez, on ne sait pas sur quel pied on danse, on ne sait pas à quoi s'attendre avec les Iraniens. Simplement, on a quand même le sentiment qu'ils sont en train de nous duper et qu'ils auront la bombe nucléaire. Donc, avec un Iran qui est en train de nous duper, de duper les États-Unis, de duper l'Occident sur le nucléaire, on s'aperçoit qu'il y a une alliance qui est en train de se faire contre les djihadistes sunnites, les plus radicaux des sunnites qui sont leurs ennemis. Et ça pose effectivement la question, au fond, de ce que vous expliquez depuis tant de temps, c'est-à-dire cette duplicité des Iraniens sur laquelle vous revenez ce matin. Et si, au fond, ce n'était pas le bon axe ? Alors, là, vous apportez de l'eau au moulin d'un certain nombre de sénateurs américains. Et il y en a un d'entre eux, qui est un des plus durs contre Obama, le sénateur Lindsey Graham, qui est un des républicains les plus durs au Congrès, qui récemment disait, mais attendez, du temps de l'Amérique de Roosevelt, contre les nazis, on s'est allié avec Staline. Donc pourquoi aujourd'hui, on ne ferait pas front avec l'Iran contre les djihadistes ? Quel est l'intérêt de l'Iran ? L'Iran a intérêt à maintenir son axe de développement dans toute la région. Et c'est un levier existentiel pour l'Iran de contrôler l'Irak, qui est à majorité chiite, je vous le rappelle, à 60%, qui avait été brimé par Saddam Hussein. Les sunnites, surtout. Comme l'Iran qui est à majorité chiite. Et comme l'Iran qui est à majorité chiite. Et en même temps, il faut rappeler que c'est Bagdad et Téhéran qui ont sauvé Bachar el-Assad, alaouite, cousin germain, si je puis dire, des chiites. Finalement, cette guerre, c'est un peu un clone de la guerre en Syrie ? Oui, mais attendez, je voudrais ajouter que les États-Unis sont en train de se mettre à dos le vieil allié traditionnel qu'on avait dans la région, l'Arabie Saoudite. Mais parce que c'est la conséquence de la diplomatie du gaz de schiste. Du gaz de schiste, on est d'accord. Ils n'ont plus besoin de pétrole. Donc ça veut dire qu'au fond, ce que vous expliquez, c'est en train de changer. Oui. C'est-à-dire que finalement, ça n'est plus le grand méchant, les Iraniens.
Alors, c'est qui, si Mickaël attendez. peut-être c'est l'axe intéressant. Non, mais ne donnez pas un blanc-seing. Je pose la question. Michael. Si c'est Mickaël, l'axe terminé. intéressant justement pour pouvoir travailler de ce point de vue-là à repousser les sunnites. Michael, Est-ce que c'est pas le bon ne axe? donnez pas un blanc-seing aux blanc-seing, Iraniens, je parce pose que une de question, tout temps l'Iran, Moi j'ai un point d'interrogation. de tout temps l'Iran, même du temps du Shah, l'Iran a toujours été ultranationaliste et expansionniste. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce régime va vouloir toujours continuer à contrôler et l'Irak chiite, avec un gouvernement à sa botte de M. Nouri al-Maliki, qui est vraiment une personne peu fréquentable, Oui. Et puis avec la Syrie, et puis le Hezbollah. Mais ça arrange les l'Amérique passes qui se d'Aran. retire. Mais alors en fait. voilà, Non, mais alors, non, en quoi l'Amérique, ça elle, avance l'Amérique, elle est en train de vouloir jouer la carte iranienne pour se dire, c'est Ben, peut-être avec l'Iran qu'on je peut serai tranquille. stabiliser Voilà. la situation au Ben, bien Moyen-Orient. C'est une Donc- théorie, donc c'est un peu- mais moi je serais Mais beaucoup plus prudent attention, quand on connaît les vous Iraniens nous- et ce Vous nous régime. donnerez gré que ça fait depuis des mois qu'on dit que justement Obama se retourne vers l'Iran, Oui, qui n'arrête mais- pas de dire qu'avec Rouhani, que les Iraniens ont envoyé des messages symboliques à travers toutes les Je questions reste quand même taboues. méfiant. Il y a un changement qui Il est se là. passe des choses. Il y a un Il se passe des changement choses, qui est c'est vrai, inéluctable. Mickaël. Il est là. On ne peut pas le nier. Mais en même temps, j'ai dit, il faut quand même rester prudent quand on connaît la façon de penser et Pourquoi- d'agir des pourquoi- Iraniens. pourquoi Parce vous que dites si ça, ça peut Christian Mal a tourner- révolu, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. j'évolue pas là-dessus, parce que je connais trop les Iraniens sans prétention. Mais ça peut aboutir à quoi quand vous dites faut se méfier? C'est quoi? Qu'est-ce que Bah, vous avez derrière la tête? que l'Iran, s'étant doté de la bombe nucléaire, l'Iran contrôlant l'Irak, la Syrie, avec le Hezbollah, les passes d'Aran, les gardiens de la révolution interposés, ça va devenir la superpuissance du Moyen-Orient. Et que vont dire les Israéliens à M. Obama? Vous croyez que M. Netanyahou va accepter tout ce qui est en train de se passer, alors que M. Netanyahou, pour l'instant, il est plutôt sur une ligne à se défendre contre l'Iran. Mais est-ce avec... qu'il n'est pas lui aussi en train de rater le train de l'histoire? C'est trop tôt. Ça, pour dire c'est une vraie question. C'est- On c'est une parlera question. dans un C'est une prochain question, numéro c'est vrai que de c'est un Tout est autre débat, politique, autre mais sujet. c'est vrai que c'est pas évident. Tout est politique. Tout de suite, Manuel Valls, en plein conflit social, endosse son costume de réformateur. C'est l'épreuve de force. Manuel Valls s'est confronté à une double pression, un conflit social avec les cheminots et les intermittents du spectacle et une partie de la gauche qui rejette le pacte de responsabilité. Le Premier ministre assume d'être au pouvoir, il assume de prendre des décisions, de réformer. Pour lui, c'est ça qui peut sauver la gauche. On l'écoute. Oui, la gauche, elle peut mourir. Qu'est-ce qui tue la gauche? Ce n'est pas la dramatisation, mais c'est uniquement la lucidité. C'est oublier parfois chez certains la responsabilité. Les Français nous ont confié un mandat. Ils ont confié en 2012 Mais c'est-à-dire, vous parlez de ces mandat. députés frondeurs? Ils ont confié un mandat à François Hollande qui est de gouverner pour redresser le pays dans la justice, dans la responsabilité. Eh bien, voilà, ce qui peut parfois tuer la gauche, c'est un vieux débat de la gauche française depuis un siècle, c'est qu'on refuse d'assumer ses responsabilités. On préfère le confort de l'opposition qui vous permet de gagner des élections municipales et de critiquer ceux qui gouvernent. Mickaël, quand Manuel Valls parle de la gauche qui peut mourir, c'est pas un simple bras de fer social qui est en jeu. Il y a autre chose derrière tout Oui, ça. il y a autre chose, il y a un autre verbe. La gauche doit mourir, il pense en fait. En réalité, le PS, on va dire plus exactement, doit mourir. Pourquoi? Parce que ça nous Pour renvoie, de ses cendres. ça nous renvoie d'abord par définition en politique, mais surtout ça nous renvoie à ce que Manuel Valls disait en 2009. En 2009, il disait il faut tout changer dans le parti, il faut changer les méthodes, les gens, le nom. Le PS est arrivé à une fin de cycle. Il ne répète pas autre chose aujourd'hui parce qu'il en est convaincu depuis longtemps. Donc Vous savez, c'est un faux socialiste. Mais oui, c'est pas l'homme de la un faux droite, socialiste. c'est l'homme de la C'est le droite de la social- gauche. non, c'est le socialiste européen qui dit, au fond, il est temps de faire ce que Blair et Schroeder ont fait Social-démocrate. depuis Donc les c'est années le 80. Matteo Renzi français. Il a le miroir, effectivement, du Matteo Renzisme, c'est-à-dire, au fond, il s'appelle peut-être Matteo Valls dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit, il faut enjamber l'idéologie, faire en sorte qu'on aille à autre chose et qu'on soit dans la mutation de la gauche européenne. Fin de l'archaïsme. C'est-à-dire rejeter, effectivement, cette espèce d'ouvriérisme et de Archaïsme. ce grand soir et ce mythe du grand soir de la gauche française qui n'a jamais produit de résultats Mais efficaces. Mickaël, franchement, il ne dramatise pas un petit peu Manuel Ah Valls non. en parlant de la gauche qui meurt, Ah non, attention ah au non, FN, non, au non, second il a tour raison. Le présidentiel. constat, il a Il raison. n'y a Il pas de cherche- dramaturgie Non, là-dedans. non, Il ne non, cherche c'est la pas à réalité. mettre François Hollande en porte-à-faux Mais parce que attendez, François Hollande répondez-moi d'abord, ne veut pas Mickaël. évoluer. Ça, ce sera la question d'après. La réalité, c'est qu'effectivement, le constat, il est obligatoire. Vous avez un PS qui est en totale décomposition. Une fois de plus, il ne faut pas l'oublier. Comme lui, La de la droite. débâcle... Non, attendez, non, c'est différent. La débâcle électorale
des municipales et des européennes, qui projettent sur des régionales qui vont être opportunément repoussées, eh bien tout simplement c'est le PS qui tient 2 ou 3 régions, pas plus. Et ça veut dire que la principale section du PS, ça va être Pôle emploi, pour tous les permanents qui sont dans les régions, pour tous les responsables de fédérations qui sont articulés sur les collectifs régionaux et sur les collectivités locales, eh bien c'est terminé. Donc le PS est à sauver, mais c'est pas ça, c'est pas simplement en termes d'emploi ou de vie matérielle du parti, c'est en termes de rénovation idéologique, tout simplement. Souvenez-vous, à l'époque, Jospin avait dit le oui, le non. Il avait dit oui à la social-démocratie, non à la société de marchandises. Eh bien, en fait, en réalité, à partir de ce moment-là, cet entre-deux a fait que bien le PS s'est engouffré et s'est perdu. Vous êtes en train de nous parler de la faillite collective du socialisme et idéologique du Parti socialiste. Que Manuel Valls reconnaît lui-même. Oui, tout à fait. Mais donc, je dis la question, est-ce que dans ce contexte-là, moi je vous pose la question, c'est peut-être pas facile d'y répondre, M. Hollande n'est-il pas en porte-à-faux et peut-il encore durer 3 ans? Mais d'abord, on verra s'il peut durer encore 3 ans. Je pense que dans le cas de la 5e République, il faut espérer qu'il dure 3 ans, parce que ça veut dire qu'on serait en crise présidentielle. S'il y a une alternance, elle doit intervenir aux élections en 2017. Mais surtout, ce que installe Manuel Valls subrepticement, en réalité, sans le dire, et en jouant, comme vous le disiez, des postures de fermeté face au conflit. En tout cas, c'est sa posture déjà. C'est-à-dire, tout simplement, la fin du socialisme de synthèse, la fin de cette espèce de synthèse émolliente d'un François Hollande qui fait toujours... Voilà, c'est très important. C'est le début du droit d'inventaire de François Hollande en temps réel. La fin de la synthèse, c'est-à-dire la fin du socialisme à la Hollande. On se contente un petit peu. Est-ce que finalement, Manuel Valls n'est pas là au bon moment? Est-ce que finalement, il n'est pas arrivé au bon moment, Manuel Valls? Lui, il pense qu'il arrive au plus mauvais moment, c'est-à-dire en dialectique, au bon moment. C'est-à-dire au moment où ça se décompose. Et tout est à reconstruire. Et tout est à reconstruire autour de lui. Vous pensez qu'il va pouvoir être entendu dans la mesure où beaucoup de gens au Parti socialiste pensent qu'il incarne, on l'a dit plusieurs fois avec Elisabeth et vous-même, la droite de la gauche? Oui, mais le problème, c'est que justement... Ils n'auront pas le choix. Lui, qu'est-ce que pense Manuel Valls? La clarification sera nécessaire. C'est-à-dire, s'il faut qu'il y ait scission et recomposition, d'ailleurs, une certaine Cécile Duflot le regarde. S'il y a recomposition avec un pôle de radicalité gauche du parti, vert, qui se recompose et se réorganise pour pouvoir être effectivement à la gauche de la majorité, et lui, réorganisant une sorte de troisième voie à la Tony Blair à la française, eh bien, c'est ce sur quoi il travaille. Absolument, en disant j'incarnerai cette évolution de la gauche, cette mutation de la gauche, et on le voit, la posture qu'il a créée. Il n'a que des meilleurs ennemis là. Il n'a que des meilleurs ennemis, mais quelque part pour l'instant ça le construit. On est dans la construction d'un personnage. Attention, le modèle aujourd'hui effectivement de Manuel Valls, eh bien, ça n'est pas ni Jaurès ni Clemenceau, c'est Matteo Renzi. Bon. Tout est politique, tout de suite, les images de la semaine. Christian, votre image de la semaine, ce sont Eyal, Gilad et Naftali, 3 lycéens kidnappés, enlevés jeudi dernier, il y a une semaine. Ils ont été enlevés près de Gush Etzion pour se rendre à Jérusalem. Ils ont été pris en stop. C'est votre image. Ils ont été pris dans une zone qui est contrôlée quand même par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Et si j'ai bien compris, le gouvernement israélien, M. Netanyahou, pense que le Hamas, qui vient de se réconcilier, enfin façon de parler, avec il vient de signer un accord de réconciliation. Avec le Fatah de Mahmoud Abbas, est sans doute derrière cette prise d'otage, cet enlèvement. Alors je me dis qu'en effet, est-ce que M. Mahmoud Abbas, qui a mis du temps, beaucoup de temps, à condamner cet enlèvement, n'est quand même pas le complice du Hamas, d'une certaine mesure. Et puis dans le même temps, je note que les Israéliens, quand même, ont accepté, humainement parlant, d'avoir Mme Mahmoud Abbas se faire hospitaliser à Tel Aviv. Alors je pense qu'à un moment donné, quand même, il faudrait bien que Israéliens et Palestiniens se regardent plus qu'en face et se disent quand est-ce qu'on aura la volonté politique de se mettre à table, de regarder et de signer enfin la paix quand on fait des gestes comme l'ont fait les Israéliens. Michael, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? La paix, c'est toujours un danger, quelque part, parce que finalement, quand on arrête de se faire la guerre, qu'est-ce qu'on va dire au peuple? Est-ce qu'on a préparé les sociétés? Ils n'ont pas l'air d'être prêts, c'est vrai. D'un côté et de l'autre, à être ensemble.
c'est un vaste C'est débat. un vaste débat. On y reviendra. Mickaël, votre image de la semaine, c'est François Hollande qui redore son image avec les Bleus et l'équipe de France. Il espère en tout cas. Premier supporter de France, il se dit peut-être qu'il va récupérer, pour peu qu'il y ait un parcours un peu intéressant de l'équipe de France, quelques miettes de notoriété. Bon, il a sorti le logiciel chiracien. Il est en train de manger devant son match de foot. Et là, effectivement, il a réuni... Ça rappelle les images de Chirac en 98. C'est la méthode Chirac, en phase avec l'équipe de France qui gagne. Bon, il a fait, attention en tout cas, carton jaune en termes de communication. Pourquoi ? Parce que regardez, il est comme le président de la normal, République, lambda, oui, hein. dans la salle des fêtes de l'Élysée, avec les dorures, entouré de vedettes et avec des gens qui boivent du champagne. Comme le français normal, quelque part, ça a fait beaucoup parler, et même au sein du gouvernement. Pourquoi ? Peut-être qu'il aurait mieux fallu installer un grand écran dans le jardin de l'Élysée. Il est dans les dorures. Il est dans les dorures en période de crise, et vous avez raison de le dire. Mais moi, je note que dans le même temps, qui est dans la tribune du stade de Maracana pour soutenir son équipe d'Allemagne, la Mannschaft, Madame Merkel. Oui, elle est sur le terrain. Et M. Hollande n'en est pas. Dans les dorures, vous le disiez à l'instant. Parce qu'en Allemagne, on a les moyens de pouvoir aller passer 3 jours au premier rang, tandis qu'effectivement, la France recherche péniblement, et sans les trouver, 50 milliards d'économies. Merci messieurs, bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine.